Et j'en viens au dossier des Roms qui suscite encore bien des réactions. L'initiative vient du philosophe Bernard-Henri Lévy. Chaque jour, sur son site internet La Règle du Jeu, une lettre de soutien à Sakineh sera publiée. L'âge du départ à la retraite pourra être repoussé jusqu'à 70 ans. Des inscriptions sur le truc Alain Soral, bonjour, merci de nous retrouver pour cet entretien de rentrée. Alors on va commencer par l'affaire Sakineh. Depuis quelques semaines, les médias occidentaux relayent donc cette condamnation à mort de Sakineh, donc une meurtrière iranienne. Il y a une grande manifestation, une grande mobilisation populaire lancée par Bernard-Henri Lévy qui s'effectue en ce moment. Comment vous expliquez cette mobilisation ? Déjà, tout ce qu'entreprend Bernard-Henri Lévy est toujours suspect, foireux et malhonnête. C'est un truc, déjà, c'est un vrai marqueur. Quand on sait que Bernard-Henri Lévy est dans une opération, que ce soit l'affaire Redeker ou autre chose, on sait déjà que c'est un montage, un travail de manipulation, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est où veut en venir Bernard-Henri Lévy avec cette histoire. Déjà, il y a la réalité. Cette dame a été condamnée par la justice iranienne pour complicité de meurtre sur son mari. Elle avait 2 amants et elle a fait assassiner son mari, etc. Bon. Elle a été condamnée à mort. La lapidation selon la charia, mais en réalité, je crois qu'il n'y a pas de lapidation en Iran. C'est-à-dire que c'est des peines qui, pour respecter la charia, qui sont dites lapidation, mais qui sont commuées après en exécution capitale ou en prison à vie. Donc de toute façon, ce n'est pas une femme innocente, c'est une meurtrière. 2, elle est condamnée à mort, comme il y a des dizaines et dizaines de femmes condamnées à mort aux États-Unis, ça gêne personne. C'est quand même bizarre que ça excite Bernard-Henri Lévy parce que c'est l'Iran. 3, elle ne sera pas exécutée, c'est à peu près certain. 4, la photo qui circule d'elle, c'est pas elle. Il faut savoir en plus que c'est une azérie qui parle même pas le farsi, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher une arriérée criminelle et ils en font une espèce d'héroïne féministe avec une fausse photo. Ce qui est surtout évident, c'est que la manière dont Bernard-Henri Lévy la manipule, par contre, la met en danger un peu plus par rapport à la justice iranienne, parce que ça en fait un enjeu de politique étrangère et ça ne peut que lui nuire. Donc Bernard-Henri Lévy manipule la vie d'une personne sans intérêt en mentant pour les intérêts, évidemment, on l'a compris, israéliens, en gros, c'est-à-dire dans une stratégie de diabolisation de l'Iran. Et là-dessus, effectivement, tout le relais médiatique, on va dire, occidental se met en place pour manipuler les masses, avec tout le mépris que ces gens-là ont pour les masses, voilà, effectivement, avec les relais, toujours les mêmes relais d'ailleurs, qui sont, on va le dire, les relais sionistes, quoi, Ni pute ni soumise, BHL, Kouchner, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint le bouquin dont on a fait la promotion, nous, à Flash et sur le site, de Jacob Cohen sur les Sayanim. C'est-à-dire qu'en réalité, ça correspond exactement à ces opérations montées de toutes pièces, en gros pour Israël et pratiquement par Israël, dont certaines personnes en France sont les relais systématiques. Et dans ce livre-là de M. Jacob Cohen, qu'on ne peut pas soupçonner à mon avis d'antisémitisme, il montre bien du doigt comme agent israélien patenté, il montre bien Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, etc. Donc en fait, c'est une opération israélienne menée sur le territoire français par des agents israéliens, et dont Bernard-Henri Lévy est un des cadres, un des chefs. Voilà, c'est tout. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que Dieudonné est rentré dans le jeu en signant la pétition. Comme c'est une pétition automatique, elle a été validée, c'est-à-dire que Dieudonné a un papier où il y a marqué « Nous vous remercions, monsieur Dieudonné Mbala, d'avoir signé la pétition ». Lui, par contre, il peut faire quelque chose, à la limite, puisqu'il a de bons rapports avec l'Iran et le président iranien. Donc effectivement, il a pris la balle au bon et il a pris Bernard-Henri Lévy à son propre jeu, en disant puisqu'il faut sauver la vie de cette femme, ce qui est défendable, sauver une vie, si on est catholique par exemple, ça peut avoir un sens, parce qu'on est contre la peine de mort pour des raisons religieuses. Donc Dieudonné part en Iran, c'est dimanche, je ne sais pas quand ça sera diffusé là, mais il part, et réellement il dit moi je vais faire quelque chose, voilà, c'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy met cette femme en danger, et Dieudonné, bien qu'il soit pro-iranien, va essayer de la sauver, donc c'est assez drôle parce que tout se retrouve inversé. Et ce qui est intéressant, c'est que la proposition de Dieudonné
contrairement à l'habitude, n'a pas été étouffée, elle a été terriblement relayée dans les médias. Ce qui veut dire, et je pense que c'est lié à la personnalité de Bernard-Henri Lévy, parce que Bernard-Henri Lévy est sans doute un des personnages juifs français, agents sionistes, qui agace le plus, je pense, non seulement ses opposants, mais les gens en général, et même les gens d'élite, les journalistes, etc. Parce que c'est un type qui a un pouvoir totalement injustifié et qui a humilié énormément de monde, moi je le sais. Il exige, il impose, il intrigue, etc. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont joué le jeu de Dieudonné, finalement, contre BHL, ce qui est quand même un indice d'un agacement. Voilà. Donc cette affaire est intéressante disons, quand on comprend tout ça. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que si Bernard-Henri Lévy veut faire quelque chose pour sauver une vie ou lutter contre une injustice, plutôt que de mettre cette femme en danger en la manipulant pour les intérêts d'Israël, toujours avec un travail de fauteur de guerre, pour toujours justifier quoi ? Une agression de l'Iran par la coalition occidentale sous contrôle sioniste dans les purs intérêts de l'État d'Israël. Hein. C'est toujours en plus manipulé pour pousser à des actes de violence collective, etc. C'est jamais dans le but de la paix, hein. C'est toujours diviser pour régner, manipuler, et finalement un travail objectif de haine. Hein. Voilà, ça c'est clair. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que si Dieudonné va s'occuper de Sakineh parce que lui il peut faire quelque chose, bon, voilà. Mais par contre, si Bernard-Henri Lévy veut faire quelque chose, lui qui est un agent israélien quasi-officiel, comme le dit M. Jacob Cohen dans son livre sur les Sayanim, que je vous invite à aller voir, je crois même que vous pouvez l'acheter sur le site d'Égalité et Réconciliation à la boutique, je crois, et dont nous avons parlé dans Flash, nous sommes les seuls à en avoir parlé, à lui avoir donné une interview. Ce que pourrait faire Bernard-Henri Lévy, puisqu'il est un agent israélien et qu'il a le contact, et que le gouvernement israélien lui est redevable de beaucoup de services depuis 30 ans, qui nuit à la France, qui injurie la France, et qui nous emmerde en France pour les intérêts d'Israël. Il pourrait par contre s'occuper du sort de Salah Hamouri, qui lui est ce franco-palestinien en prison depuis 4 ans en Israël, sans jugement, pour être passé en voiture devant la maison d'un rabbin d'extrême droite. Hein. Voilà. Là, par contre, Bernard-Henri Lévy peut faire quelque chose pour faire libérer Salah Hamouri, dont on dit qu'il est franco-palestinien, mais comme les Palestiniens n'ont pas de pays et pas de nationalité, il est français à part entière. Il y a plus que le petit chalit dont on nous rebat les oreilles depuis... Voilà. Donc, Bernard-Henri Lévy, qu'il arrête l'affaire Sakineh, qu'il arrête de mettre Madame Sakineh en danger, là, mais par contre, qui s'occupe, parce que là, il peut faire quelque chose, qui s'occupe de faire libérer Salah Hamouri. Ça serait pas mal. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire à la fois tragique et risible. Alors, toujours en France, l'expulsion des Roms vers la Roumanie par le gouvernement français a suscité l'émoi de toute la gauche. On apprend aussi qu'en 2013, les Roms pourront acquérir le droit de s'établir comme ils le souhaitent sur tout le territoire européen. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question assez délicate des Roms ? Alors déjà, pourquoi il y a un problème Rome en France ? On dit les gens du voyage, on amalgame là-dedans des sédentaires français, qui sont français depuis des générations, qui sont les gitans originaires d'Espagne, les manouches originaires d'Allemagne, bon, il y a des gitans français, et les Roms, eux, ce sont en fait au départ les gens du voyage, c'est-à-dire des nomades roumains, qui peuvent rentrer en France à cause de l'élargissement de l'espace Schengen depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'à cause de l'Union européenne, une fois de plus, chaque fois qu'il y a une nuisance, si c'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est l'Union européenne, ils ont le droit de rentrer sur le territoire. Or après, quel est le problème avec les Roms ? C'est pas qu'ils soient gitans ou que ce soit du racisme, etc. C'est que c'est une communauté, c'est la police qui devrait répondre, c'est une communauté, j'ose le dire, intrinsèquement délinquante. Hein, parce que c'est une communauté nomade qui ne travaille pas et qui vit de prédation, essentiellement. Donc c'est un problème de nuisance, voilà. Donc à un moment donné, ça pose de tels problèmes au niveau du peuple que, effectivement, Sarkozy, coincé parce qu'il a échoué à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau immigration, puisqu'en fait, il a fait tout le contraire de ce qu'il avait promis, effectivement, se sert de cette question Rome comme d'un symbole, parce qu'il sait que profondément, les gens sont pour qu'on se débarrasse un peu, qu'on protège la France un peu de toutes ces nuisances. Donc il sait très bien que, malgré les commentaires médiatico-idéologiques et dominantes, le peuple français est content qu'il le fasse. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas. En fait, il reconduit à la frontière des gens par groupe de 300, alors que le problème de la surimmigration en France doit toucher à peu près pratiquement 10 millions de personnes maintenant. Donc il organise des petits charters de 300 personnes en leur donnant 300 € chacun et qui peuvent revenir au bout de 3 mois. C'est-à-dire que c'est carrément un casting de figurants payés pour que Sarkozy puisse jouer au sécuritaire, ce qu'il n'est pas, à part envers les automobilistes et les comptes français comme moi qui peuvent payer,
qui se font racketter effectivement par du sécuritaire pour le français moyen. Mais grâce à ça, il redore son blason, je dirais néo-lepéniste, et il essaye finalement de sauver ce qu'il peut encore sauver de sa fin de mandat. Et ce qui est tragique, c'est que dans cette mascarade, il a pour complice toute la gauche antiraciste débile et tous les manipulateurs de gauche qui, eux, sont pas débiles, mais sont carrément des menteurs et des salopards. Parce que faire des manifs au nom des droits de l'homme en disant que Sarkozy est un ignoble raciste sécuritaire, alors qu'il est mondialiste, immigrationniste, il suffit de regarder les chiffres depuis le début de son mandat, parce qu'il paye des figurants par paquet de 300 pour aller retourner voir leur famille, billets d'avion payés plus 300 €, et qui peuvent revenir quand ils veulent selon la loi européenne, puisqu'il y a, on ne peut pas les expulser massivement en tant que Roms, on peut simplement qu'avoir des actions, individuelles pour des délits. Voilà, donc tout ça est de la mascarade, mais ce qui est insupportable, c'est que cette mascarade, finalement, est validée par toute la gauche. C'est ça, on voit vraiment là que c'est un théâtre, exactement comme quand ACT UP, qui est quand même un des mouvements les plus stupides qui existent, mettait Sarkozy avec marqué voter Le Pen. Ces gens-là ont fait la campagne de Sarkozy. Car si Sarkozy s'est fait élire, c'est que les Français, qui en ont marre, mais qui ont été élevés dans la trouille et la lâcheté, voudraient un Le Pen sans Le Pen. Ils ont cru que Sarkozy c'était Le Pen sans Le Pen. Or, c'est évidemment tout le contraire. Atlantiste, sioniste, immigrationniste, néolibéral, antiprotectionniste, etc. Et une fois de plus, là, on a Sarkozy qui essaye de redorer un peu son blason en masquant ses échecs économiques sur de l'ethnique, et qui est en plus un baratin complet, et avec toute la gauche qui fait le cœur dans l'opéra et qui le traite de raciste pour essayer de le revaloriser auprès du peuple de France qui en a plein le cul du métissage imposé, organisé, pour détruire le peuple de France à tous les niveaux, économiquement et culturellement. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'en plus, aujourd'hui, l'Europe montre du doigt Sarkozy en disant vous n'avez pas le droit de le faire. Le pape même s'y est mis, je ne sais pas ce qu'il s'est mis à jouer là-dedans. Enfin, tout ça est une énorme mascarade, et en réalité, il continue d'entrer les immigrés sans travail, ne pouvant pas travailler, ne voulant pas travailler sur le territoire français, qui continue à faire baisser les acquis sociaux, à augmenter la délinquance, à poser de plus en plus de problèmes. Et c'est ça la réalité. Et qui fait qu'à un moment donné, il se passera quelque chose de grave. Soit une dictature mondialiste ouvertement, on nous imposera par la force et par la police la destruction des frontières et des peuples et des cultures, c'est ça. Ou alors il y aura un sursaut, nationaliste, au minimum. Le danger serait même qu'il soit ethno-nationaliste, et on y va tout droit. On le voit déjà d'ailleurs dans certains pays de l'Est, en Hongrie, etc. Enfin, ça monte, voilà. Et voilà. Et donc ça, c'est la réalité. Et l'affaire Sarkozy-Rome, c'est une énorme mascarade où on voit la complicité totale de la gauche et de la droite. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'à chaque fois que maintenant qu'il y a une affaire qui sort, on organise toujours des manifestations au nom des droits de l'homme systématiquement? Alors on l'a bien vu pour l'affaire Sakiné ou l'affaire des Roms. Oui, les droits de l'homme, c'est la tarte à la crème de la démocratie de marché, quoi. On ne sait même plus ce que ça veut dire, ça ne veut plus rien dire. De Benoît a très bien écrit là-dessus, les penseurs de droite intelligents ont bien théorisé sur ce que moi j'appelle dans mon prochain livre, on est passé des Lumières, qui étaient les droits de l'homme, aujourd'hui à l'obscurantisme des droits de l'homme, c'est-à-dire la bêtise au nom des droits de l'homme, la police au nom des droits de l'homme, la censure au nom des droits de l'homme, tout ce qui se fait de pire aujourd'hui se fait au nom des droits de l'homme, y compris toutes les guerres néocoloniales, les assassinats de masse, le mensonge, voilà, donc effectivement, il est temps effectivement de faire un vrai travail critique et historico-critique sur ce qu'ont été les droits de l'homme, en quoi ça a été à un moment donné peut-être un progressisme, en tout cas quelque chose de cohérent et avec du fond, et qu'aujourd'hui c'est la tarte à la crème de la manipulation politico-médiatique des forces mondialistes qui nous gouvernent, nous méprisent, nous abrutissent et nous appauvrissent, tout ça en même temps. Alors l'Assemblée nationale a voté hier la retraite à 62 ans. Quel constat faites-vous de cette réforme qui va prendre acte en peu de temps? Déjà, il faut savoir que même si le PS prétendait qu'ils avaient une autre réforme, ils auraient fait exactement la même chose. Voilà. Donc moi, là-dessus, j'ai une position très radicale. Évidemment, telle que l'économie fonctionne aujourd'hui, l'économie et ses rapports avec l'administration et l'économie comme gestion globale d'une société, il y a une fatalité du recul de la retraite à cause de la pyramide des âges, des actifs, etc. Mais, en réalité, ça, c'est si on admet ce qui nous a été imposé depuis 1973. En réalité, on a les moyens, compte tenu des progrès techniques et des progrès de productivité en France, de payer toutes les retraites sans aucun problème
et même à 60 ans, et même avant. Mais pour ça, il y a quelque chose sur lequel il faut revenir, c'est la logique de la dette, c'est-à-dire le fait que la France, si elle a renoncé à ses programmes sociaux de plus en plus depuis l'éviction de De Gaulle, en gros, et depuis qu'on a en douce jeté le pacte du CNR, et qui a été jeté en douce après l'éviction de De Gaulle, si la France, par la Banque de France telle qu'elle fonctionnait avant, pouvait produire sa propre monnaie pour ses investissements productifs à taux zéro, et donc faire de la croissance vertueuse, si elle pouvait le faire, ce qui est la définition même d'un État souverain, au lieu d'emprunter l'argent sur les marchés, si elle pouvait le faire, il n'y aurait aucun problème, de déséquilibre, et on pourrait payer toutes les retraites. Et non seulement ça, mais normalement, un vrai chef d'État aujourd'hui qui reprendrait le pouvoir en France et qui remettrait à leur place les forces d'argent pour refaire du social, dirait: nous annulons cette logique de la dette, nous annulons la dette, qui est une spoliation et une escroquerie depuis 1973 accumulée, et ce sont même les banques qui nous doivent de l'argent, puisque maintenant, il faut depuis 1973, ils remboursent des intérêts qui n'existent pas. Et aujourd'hui, en réalité, on paye des intérêts. Si on faisait ça, il n'y a plus aucun problème pour payer les retraites. Or, c'est ça qu'il faut faire. Et je n'ai jamais entendu aucun homme politique, et surtout pas Besancenot, pas encore Marine Le Pen, mais puisqu'elle cite Maurice Allais et qu'elle s'intéresse à l'économie sérieusement, à mon avis, elle y arrivera bientôt. Je dis voilà, nous payons les retraites et annulons la dette, et annulons surtout le système de la dette. Voilà. C'est total. Ces deux choses-là sont en vase communicant. Hein. Si les budgets sociaux et la politique sociale de la France a été détruite progressivement depuis 1973, c'est parce que cet argent qui allait au social va aux intérêts des banques privées. Voilà, c'est tout. Et il suffit de revenir à la logique traditionnelle et régalienne d'un État qui, je le dis, pour ses investissements productifs à long terme, ses investissements structuraux, a le droit de se prêter de l'argent à taux zéro. Cet argent était remboursé par la dynamique économique que ça produit. Voilà. Tout le problème vient de là. Voilà. Vous pouvez réfléchir à cette question, creuser, chercher, vous verrez que tout vient de là, et que c'est la clé même du rapport gauche-droite, et en réalité du rapport capital-travail, et c'est la vraie fracture gauche-droite. Voilà. Est-ce que ça doit aller à la banque ou au social? Voilà. Est-ce que ça doit aller au capital dormant ou au productif? Voilà, toute la question gauche-droite, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Voilà. C'est sortir ou pas de la logique de la dette, ce qui veut dire sortir ou pas de la dictature de la banque. Hein, c'est ça que ça veut dire. Voilà. On a vu récemment l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard, lors de la dernière université du MEDEF, clairement souhaiter l'avènement d'un pouvoir patronal supranational. Ma conclusion est: nous allons de plus en plus vers la probabilité de décisions d'ordre public de plus en plus profondes et de plus en plus urgentes, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse des finances, qu'il s'agisse de la surveillance des armes, etc. Aucune des agences spécialisées des nouvelles autorités n'a les pouvoirs nécessaires pour traiter les problèmes au niveau de l'ampleur où ils ont mondialement. Et par conséquent, il faut bien aller jusqu'au bout, il faut que les opinions publiques, notamment le seul milieu humain qui connaisse quelque chose au monde extérieur. Ce n'est pas vraiment les journalistes, ce n'est pas les politiques, ils ne sont référés qu'à leur seule tradition, ce n'est pas le monde salarial et ses syndicats, ce n'est pas beaucoup de nos intellectuels trop sensibilisés par leur langue et leur culture, c'est vous les patrons. Vous n'avez pas de substitut, vous êtes la seule expertise par rapport au pouvoir en connaissance du monde extérieur à ce qui s'y passe. Dites vos peurs, faites pression, il est grand temps. Mais laissez pas passer. Et l'urgence, c'est qu'il va falloir finir par tomber d'accord pour dire les souverainetés nationales ont dépassé leur stade d'efficacité, elles entrent dans la période de la nuisance. Rocard a 60 ans de parti socialiste pour terminer en disant, devant le patronat, qu'il souhaite finalement une dictature des multinationales au-dessus des nations, c'est ça que ça veut dire. Parce que dans son allocution que j'ai écoutée, il dit « Personne aujourd'hui n'est capable de comprendre, de gérer le problème, ni les instances politiques, ni les syndicats, ni les forces sociales, ni les structures administratives. Les seuls qui savent et qui peuvent, c'est le grand patronat. » C'est ce qu'il dit. Donc ça veut dire en gros qu'il aspire à un pouvoir mondial de ce qu'il appelle des puissances économiques, c'est-à-dire une dictature mondiale des multinationales. C'est-à-dire que c'est le même discours qu'Attali,
que Michel Rocard ait été socialiste et ait fait tout un parcours de gauche pour en arriver à ça, même Sarkozy, qui est au pouvoir, ne peut pas dire ce genre d'abjection d'extrême droite, la vraie extrême droite, hein, qui veut la dictature des multinationales. On ne peut pas être plus à droite que ça. Et voilà où en est Rocard, ce pauvre type à cartable de Conflans-Sainte-Honorine, en fin de course, à tapiner pour le MEDEF en disant je peux encore être plus soumis, plus à droite, plus antisocial, plus anti-gauche que quiconque, pour essayer, je sais pas, de supporter d'une manière ou d'une autre, d'avoir raté la dernière marche de son ascension qui était de terminer président de la République. J'ai pas une grande amitié pour François Mitterrand, mais en tout cas, il nous a débarrassé de... Il ne faut pas oublier qu'on doit aussi à Rocard la création du RMI, qui était une vraie saloperie aussi. C'était détruire l'industrie française et faire du chômage de masse, et pour éviter la rébellion sociale, fixer les chômeurs par un revenu minimum qui est un revenu d'alcoolisme, hein, pour éviter que ça devienne une révolte, et faire payer cet alcoolisme et cette fixation par l'équivalent de 2000 francs à l'époque, le faire payer par les salariés en plus, par ceux qui travaillent encore. Il n'y avait pas plus à droite et plus dégueulasse que le RMI, c'est déjà Rocard qui l'a fait, et finalement il est toujours dans cette logique de ce qu'on appelle la deuxième gauche, qui est la vraie nouvelle droite, c'est-à-dire la droite du capital abject qui est bien pire que la droite morale incarnée par exemple par Gollnisch. Vous voyez, voilà, la deuxième gauche a été la vraie droite, la vraie nouvelle droite, pas celle de Benoît, ni la droite des valeurs de Gollnisch, mais cette droite abjecte néoconservatrice qui s'est faite par la jonction du capital et des anciens trotskistes, enfin des anciennes forces de gauche, et qui aujourd'hui, la main dans la main, c'est-à-dire le milieu d'affaires judéo-protestant américano-anglais et les intellectuels français issus de 68 et communautaires, c'est-à-dire Attali, la City et Wall Street, ces gens-là, la main dans la main, nous amènent à marche forcée à la dictature mondiale des multinationales par la destruction des peuples, des acquis sociaux, de la culture, etc. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'ils vont y arriver ? Ils ont pour eux effectivement la banque, puisqu'ils la tiennent et qu'ils ont accumulé un capital énorme. Ils ont contre eux le bon sens, la souffrance et la souffrance des peuples. Et toute la question est de savoir qui va gagner ce match qui arrive quand même à une période, je dirais, d'épilogue ou d'acmé. C'est-à-dire que ça ne va pas durer encore 30 ans, ce bras de fer. À un moment donné, ça basculera d'un côté ou de l'autre, je dirais définitivement, violemment. Hein. Ce sera soit la dictature mondiale, soit la révolte des peuples et des nations. Voilà. Et on n'est pas loin de ça. Et c'est d'ailleurs, comme par hasard, le sujet de mon prochain livre. Voilà. Alors nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2010. 9 ans après les attentats du 11 septembre, on constate toujours un traumatisme et une rancœur chez le peuple américain, notamment comme le démontre la virulence du débat qui a lieu en ce moment autour du projet de construction d'un centre islamique comprenant une mosquée près de Ground Zero. Ça, c'est toujours la même chose. De même qu'il y a le théâtre où la gauche est au service de la droite quand elle traite Sarkozy de raciste parce qu'il joue avec des figurants roms à 300 € plus billet d'avion avec retour dans 3 mois. Là, on a vraiment, et je crois que ça s'explique par la logique du pétrodollar et le lien entre l'Arabie Saoudite et donc le bastion soi-disant de l'islam sunnite, qui est d'ailleurs de l'islam salafiste, wahhabite le plus extrême, et aurait été totalement lié à l'Amérique et jouant un jeu de théâtre de méchants musulmans faisant le méchant de service pour justifier la politique impériale et coloniale américaine. Aujourd'hui, comme par hasard, c'est l'anniversaire du 11 septembre, qui est sans doute une opération interne de l'oligarchie mondialiste qui niche aujourd'hui aux États-Unis, puisque l'Empire, ce n'est pas l'Amérique. L'Empire aujourd'hui niche en Amérique comme il a niché en Angleterre à une époque et qu'il n'a jamais réussi à nicher en France. Ça, c'est encore une autre question. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a un jeu qui consiste à faire monter les tensions. Et on se demande même si c'est pas exprès que des musulmans veulent construire et accepter une concession pour qu'il y ait une mosquée à Ground Zero, parce que c'est d'une telle faute que c'est fait exprès. Comme par hasard, on a dans le même temps un pasteur qui n'a que 50 fidèles et dont la fille dit qu'il a des problèmes mentaux, qui dit qu'il veut brûler des Corans. Normalement, ça ne devrait pas être relayé. Or, c'est relayé mondialement. Ce qui fait que ça fait des manifs au Pakistan et en Afghanistan avec déjà des morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent par tous les moyens à donner de la crédibilité à quelque chose qui existe un peu, mais qui n'existe pas à ce point-là, qui est on va dire les rivalités de civilisation transformées en conflits de civilisation, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une complicité je dirais des islamo-américano-sionistes et de l'Empire pour faire monter une mayonnaise de guerre entre le monde chrétien et le monde musulman. Et toute cette médiatisation
avec ce discours de faux cul comme Obama qui dit il y a de bons musulmans, sous-entendu il y en a aussi de mauvais, ne nous énervons pas, alors qu'ils ne font que jeter de l'huile sur le feu, puisqu'ils ne font que parler de ça. On voit très bien que là il y a l'énorme astuce, supercherie et saloperie diabolique du monde de la domination médiatique, c'est de systématiquement mettre en scène un islam radical comment dirais-je, un empire des droits de l'homme, alors qu'en fait c'est du théâtre et que ces deux forces travaillent ensemble. Et quand je dis qu'elles travaillent ensemble, c'est-à-dire que l'islam radical est entièrement instrumentalisé et travaille pour l'empire des droits de l'homme, c'est-à-dire le guignol et le gendarme, quoi. Voilà, c'est ça. Et en réalité, la réalité du monde musulman complexe est ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est la question à poser, c'est pourquoi parle-t-on en permanence dans tous les médias d'un pasteur d'une secte protestante ultra-minoritaire qui n'a d'après les médias que 50 fidèles, parce qu'il a dit qu'il voulait brûler un Coran. N'importe quel clodo en bas de la rue peut décider de sodomiser une statue de la Vierge. On n'amène pas toutes les caméras du monde pour le filmer. Donc la vraie question, c'est ça. Il y a une vraie volonté de l'Empire, avec des complices chez soi-disant l'islam extrême, mais je pense qu'il faut voir ce que c'est que le wahhabisme saoudien pour voir quand il fait l'Aïd dans les boîtes de nuit à coups de bouteilles de champagne. Ils appellent ça Aïd Party. Hein, c'est vraiment c'est de l'islam américain d'une certaine manière, mais qui prétend être l'islam le plus radical. Tout ça est du théâtre, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et malheureusement, les masses musulmanes qui sont un peu émotives, pas très cultivées et qui n'ont pas encore bien compris ce que c'était que la propagande, ils n'ont pas lu Édouard Bernays visiblement. Alors eux, ils tombent dans tous les pièges, c'est-à-dire ils vont brûler des drapeaux américains, peut-être même brûler des Bibles, c'est ce qu'on souhaite pour se venger de cette histoire de Coran, pour qu'on ait bien la mayonnaise du conflit de civilisation, que le peuple chrétien bien manipulé, bien abruti, et bien peur du musulman et de la violence musulmane, et au final que derrière, monsieur terrorisme de je sais pas trop où, là, un mec qui a été coopté pour sa soumission, nous dit que tous les signaux sont au rouge pour les risques d'attentats islamiques, et que ça viendrait d'Al-Qaïda Maghreb. Et tout ça, c'est le même théâtre. Al-Qaïda, ça n'existe pas, on le sait. Voilà, tout ce qui est terrorisme islamique maghrébin est sous contrôle des services français, anglais, israéliens et américains de A à Z. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent rien faire, sauf si on les laisse faire, et généralement on fait plus que les laisser faire. On les instrumentalise et on les manipule et on les arme de A à Z. Donc tout ça est du grand théâtre. Peut-être pour nous amener, vu l'ampleur de la crise, un deuxième 11 septembre. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Et comme par hasard, ça tournait en boucle sur FIP cet après-midi. Hein. On avait tous les signaux sont en rouge pour un attentat islamique en France par Al-Qaïda Maghreb. Et voilà où on en est du mensonge, de la manipulation, pour essayer de nous imposer toujours la même chose, une dictature. Une dictature de marché, on va dire, hein, en période de crise aggravée et de quasi-écroulement de l'économie occidentale, tirée vers les abîmes par l'escroquerie du dollar, hein, qui renvoie d'ailleurs à l'escroquerie, toujours cette histoire de perte du contrôle de la monnaie par les États, etc., de la réserve fédérale américaine, qui n'est ni une réserve ni fédérale ni américaine, c'est quand même beaucoup. Enfin voilà, tous ces sujets-là finalement sont en boucle. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'Empire, sa stratégie de domination, qui devient de plus en plus violente, dangereuse, et qui a une odeur de Troisième Guerre mondiale. Et c'est le sujet de mon prochain bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle Comprendre l'Empire. Et c'est aussi des choses dont on parle dans notre petit journal Flash, dont je recommande aux gens de s'y abonner, puisque ça n'existe que par abonnement. Et que, voilà, on n'a pas de pub, on n'a rien. Si les gens veulent s'intéresser à tous les sujets dont je parle là dans ces vidéos, tout ça est traité dans Flash. Voilà. Il y a un site internet, Flash Magazine, vous allez sur Google, vous le trouvez, vous pouvez vous abonner en ligne, et vous le recevez à la maison, scellé dans du plastique gris foncé, pour que le voisin ne sache pas que vous lisez Flash, si jamais vous avez peur. Enfin, voilà, j'ai fait la petite pub pour Flash, il n'y a pas de raison. Très bien, Soral, merci beaucoup, et au mois prochain. Eh ben, c'est moi qui vous remercie, et on ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Hein, attention.